par écrit. Donc, je vais vous laisser le temps, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je reprends l'idée de qui veut gagner des millions d'euros, mais du coup, là, on a mis en qui veut gagner des millions de patates. Pour que ce soit plus sympa. Donc, tout le monde peut y participer, même les enfants. Je suis sûre que certains enfants ont même les réponses, donc il n'y a pas de souci. Tout le monde peut participer, c'est le but. Alors, cette conférence ce soir, elle s'inscrit dans un cycle. Ce sont nos conférences d'hiver pour les habitués. Vous connaissez bien maintenant le principe. D'habitude, les rendez-vous se font en bibliothèque. Là, on a décidé de les faire en visio pour qu'elles aient quand même lieu. Elles sont enregistrées et du coup, vous pouvez les revoir dans l'actu du site de la CDC, donc du site de la communauté de communes. Donc, n'hésitez pas dans l'actu, vous pouvez les retrouver, toutes celles qui ont déjà eu lieu, et vous retrouverez bientôt celles de ce soir pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Il reste une conférence après celle-ci, elle aura lieu le mois prochain et ce sera sur les affiches publicitaires fonds recettes. Donc n'hésitez pas aussi, par le même principe, on vous enverra un lien et vous pourrez participer et ce sera avec moi aussi, sachez-le, comme ça si vous êtes déçus ce soir, voilà, vous ne reviendrez pas et si vous êtes content, vous pourrez revenir. Voilà, mais je crois qu'on va commencer la conférence. Donc, qui veut gagner des millions de patates? Alors, la première question. Alors, attention, suspense. Alors, bien sûr, les questions vont être de plus en plus dures. Hein. Donc, au début, on commence facilement. Quels sont les prénoms des sœurs Tatin? Alors, A, S, Kate et Pippa. B, Vénus et Serena. C, Anne et Marie. Et D, Caroline et Stéphanie. Alors, c'est parti. Vous pouvez répondre dans la discussion. Le premier qui répond a gagné. Alors, j'ai réponse C, Anne et Marie. Alors, ne vous laissez pas influencer par les autres. Hein. Attention, il y a des pièges. Alors, eh bien, la réponse, c'est la réponse D. C'est Caroline et Stéphanie. Et il y avait un piège parce que mes collègues m'ont dit il y a 2 jours, mais Caroline et Stéphanie, c'est Caroline et Stéphanie de Monaco. Et voilà, j'y avais pas pensé, mais pourtant, c'est vraiment les prénoms des sœurs Tatin. Alors, je crois que tout le monde connaît cette légende hein, de la fameuse tarte Tatin qui serait née en fait d'une maladresse d'une des 2 sœurs. Donc, pour revoir un petit peu l'historique de cette tarte, nous sommes ici entre 1894 et 1906 et vous avez la photographie de l'hôtel Tatin qui est situé en fait juste en face de la gare dans le village La Motte-Beuvron qui est en fait à 200 km de Paris, donc c'est en Sologne. Les 2 sœurs gèrent l'hôtel. Caroline, la plus jeune, s'occupe de l'accueil des personnes pour donc les loger, puisque c'est un hôtel-restaurant, et Stéphanie s'occupe de la cuisine. L'hôtel est quand même assez réputé parce qu'il est connu par les fameuses tartes aux pommes de Stéphanie qui sont très sucrées et caramélisées. Donc déjà, il y a cette idée de tarte quand même très connue. Et puis un jour, Louis Vaudable vient dans ce restaurant. Alors lui, il est propriétaire du restaurant Le Maxime à Paris. Donc c'est un restaurant qui est quand même assez célèbre. Et il vient dans l'hôtel des sœurs Tatin pour découvrir cette fameuse tarte caramélisée. Il demande à Stéphanie la recette. Celle-ci refuse de lui donner. C'est un secret de famille. Et donc il repart bredouille. Quelques mois plus tard, il envoie un de ses cuisiniers sous un faux nom. Le cuisinier va se faire embaucher comme jardinier et ce faux jardinier va récupérer en fait la recette des sœurs Tatin et la communiquer à Louis Vaudable. Louis Vaudable va reprendre cette recette, mais il copie, mais il donne quand même l'auteur de la recette de départ et il appellera la tarte des demoiselles Tatin. Donc, au départ, a priori, ce n'est pas une maladresse. Et en fait, il va falloir attendre Maurice Edmond Saillant qui va reprendre cette idée de recette, qui va toujours l'appeler la tarte des demoiselles Tatin, mais là, il va inventer cette fameuse maladresse. Alors, les légendes, il y en a 2.
La première légende que vous connaissez certainement tous, c'est Stéphanie qui, dans l'action et dans la précipitation, a oublié de mettre la pâte à tarte. Donc, elle va la rajouter par-dessus ses pommes en cours de cuisson et elle va laisser finir de cuire. Et puis, la deuxième version, eh bien, c'est que la tarte, en sortant du four, lui aurait échappé des mains et elle aurait tant bien que mal essayé de la rattraper. Et donc, ça a fait une tarte renversée. Voilà. Alors, a priori, donc, ces légendes sont fausses. C'est en fait un critique culinaire, donc ce fameux Maurice Edmond-Saillant, qui a inventé cette maladresse. En tout cas, on a quand même eu une confrérie qui, pendant très longtemps, a défendu ce secret et cette recette de la tarte tatin. Alors, une petite photographie pour vous mettre en appétit. Regardez-moi cette belle tarte tatin. Alors, certains d'entre vous ont la caméra activée, donc je vais voir si vous partez grignoter quelque chose. Voilà, sachez-le, je vous vois. Donc, on reste jusqu'au bout et après, vous pourrez aller manger. J'en profite pour remercier Thomas, mon collègue informaticien qui s'est occupé de toute l'installation. Voilà, merci Thomas et bonne soirée. Bien, deuxième question. Donc, vous avez vu un peu le principe du jeu. En fait, on va parler un petit peu des mythes et des légendes autour de l'alimentation française, mais pas que. Le but, bien sûr, c'est de vous mettre l'eau à la bouche et puis aussi de dire que la gastronomie française fait partie de notre patrimoine, évidemment. Deuxième question. Quel aliment surnomme-t-on le légume de la cabane au château? Est-ce A, la courgette, B, la tomate, C, la pomme de terre ou D, le topinambour? Alors, vous pouvez toujours répondre par principe, par écrit. Alors, j'ai pas mal de réponses C, a priori. Eh bien, oui, c'est la réponse C. Très bien. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, la pomme de terre, elle est connue a priori depuis 10 000 ans et elle était cultivée par les Amérindiens, donc les habitants du Pérou à l'époque. Et ces chasseurs-cueilleurs du néolithique la cultivaient, la mangeaient, mais aussi s'en servaient pour soigner certaines maladies. Au XVIe siècle, elle est découverte par les conquistadors espagnols et c'est vraiment un objet de curiosité pour les botanistes des rois. C'est-à-dire que tous les botanistes qui sont raccrochés au roi vont s'intéresser à cette tubercule parce que c'est quand même un légume, alors aujourd'hui on l'appelle féculent, mais c'est quand même un légume qui vient d'une racine, donc qui pousse sous la terre et qui n'a pas besoin de soleil pour se développer. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que la pomme de terre ne sera vraiment consommée qu'à la fin du XVIIIe et au XIXe et XXe siècle. Il va falloir énormément de temps avant qu'on consomme vraiment la pomme de terre. Donc, XVIe siècle, elle est utilisée très peu, elle est cultivée très peu, elle va servir surtout de remède pour les brûlures et pour soigner les eczémas. Au XVIIe siècle, on dit de la pomme de terre, alors je vous lis un extrait d'un livre, elle est fade, elle rend débilisante, elle donne des flatulences, elle est indigeste, elle est malsaine et elle n'est bonne qu'à engraisser des cochons. Donc voilà pourquoi on parle de légumes de la cabane, parce que c'est la cabane des porcs, la cabane des cochons, et elle va arriver jusqu'à la cour du roi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au XVIIIe siècle, elle est quand même reconnue comme aliment pouvant faire partie en fait de ces aliments qui vont éviter les famines et les périodes de disette. Elle est aussi très intéressante, cette pomme de terre, parce qu'elle va s'adapter à tout type de sol, tout type de température. La pomme de terre pousse assez facilement. Je vous dirai un petit peu comment la cultiver tout à l'heure, parce que tout le monde peut le faire. Et puis, au XIXe siècle, elle est quand même réputée pour nourrir les ouvriers, donc notamment dans la révolution industrielle avec l'ouverture des usines. Et au XXe siècle, eh bien, la pomme de terre fait partie de notre alimentation
puisqu'on va la cuisiner sous toutes ses formes et bien sûr, elle s'accommode à tous les plats. Qui n'aime pas la purée ou les patates sautées? Je vous le demande. En tout cas, sur l'île de Ré, une petite, bien sûr, un petit clin d'œil pour les pommes de terre de l'île de Ré. Ces premières pommes de terre, on a fait le pari sur l'île de Ré de les faire pousser et de les récolter dès le début avril. Voilà pourquoi elles sont aussi chères. Et elles sont bien sûr AOC et AOP depuis les années 2000. Alors, petite particularité quand même en France, en 1748 en France, on a un interdit du Parlement de Paris qui interdit de cultiver et de consommer la pomme de terre. On considère que comme elle pousse sous terre, elle est en fait le fruit du diable. Donc, il ne faut surtout pas la consommer. En 1773, on a ce fameux Antoine Parmentier qui va mettre en valeur les valeurs nutritionnelles en fait de la pomme de terre. Alors ici, vous avez sur votre écran Axomama qui est en fait la déesse de la pomme de terre. Donc, comme quoi elle est utilisée depuis très longtemps, elle est connue depuis très longtemps. Et puis, ici, vous avez une illustration d'un plant de pomme de terre qui date de 1873, donc bien après Parmentier. Alors, Parmentier, lui, il va rendre célèbre cet aliment parce que quand il a été capturé par les Prussiens, il a été nourri essentiellement à la pomme de terre et il explique qu'au bout de 15 jours de consommation, il n'a pas du tout été malade et que donc on peut facilement nourrir toute une population avec cet aliment. Alors, il va gagner la confiance de Louis XVI parce que Louis XVI va exiger qu'on plante des pieds de pommes de terre un petit peu partout. Il y en aura notamment dans le jardin des Tuileries. Sauf que les gens la population a du mal encore à consommer la pomme de terre et donc il va falloir encore attendre un petit peu de temps. Alors Parmentier, il a une idée, donc c'est là que va naître la légende d'Antoine Parmentier. Il va avoir l'idée de faire surveiller par des soldats les champs de pommes de terre et comme la population est intriguée par cette surveillance, elle se dit que s'il y a surveillance avec des gardes, c'est que ce qui pousse est un trésor et précieux. Et donc, la nuit, comme les gardes volontairement sont partis, eh bien, la population va commencer un petit peu fouiner dans ce qui se passe, enfin, ce qui pousse sous terre, et donc va récupérer la pomme de terre et va se mettre à la consommer. Voilà. Mais il a fallu quand même pas mal de temps avant que la pomme de terre soit consommée et devienne un aliment de notre quotidien. Alors, pour faire un petit peu d'histoire des arts quand même, puisque c'est le cœur de notre métier au service patrimoine, je vous présente une petite collection de tableaux, donc de Millet, Jean-François Millet. Celui-ci est de 1855 et donc vous voyez la récolte de pommes de terre. Donc on voit ici une famille ou plusieurs familles qui s'entraident bien sûr au moment de la récolte. Alors, pour faire pousser des pommes de terre, rien de plus simple, même si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez acheter une grande jardinière, un grand pot assez profond. Vous attendez qu'une pomme de terre germe, vous la coupez en deux, vous la plantez dans votre jardinière, pas loin de la surface. Vous attendez qu'elle germe et que ça sorte. Vous l'arrosez un petit peu pour que ça puisse germer. Une fois que la plante sort, vous rajoutez un petit peu de la terre, vous faites une butte en fait, et vous laissez la plante pousser toute seule. Les feuilles vont apparaître, les fleurs vont apparaître, vous laissez tout ça faire sa vie, vous laissez la plante faner, et une fois qu'elle est fanée, vous enlevez la terre et vous récupérez les pommes de terre. Ça marche, je l'ai fait sur un balcon, donc ça marche, je vous assure, ça marche. Il n'y a rien de plus facile. L'Angélus, ici, encore un tableau de Millet, donc 1858. Ici, sur ce tableau, très intéressant. Alors, sur Millet, vous voyez, ça ouvre toujours la perspective sur le champ et sur l'horizon. On voit un clocher, vous voyez, en arrière-plan. Donc, ce clocher, en fait, on imagine ici qu'il sonne. On est à la fin de l'après-midi, on est vers 18 h. Et donc, ce couple de paysans, eh bien, arrêtent leur récolte, posent leurs outils et joignent leurs mains pour faire l'Angélus. Voilà, donc qui est une prière de fin de journée. Ici, un autre tableau de Millet, donc 1861, les planteurs de pommes de terre. Donc, on est toujours dans cette même idée. Hein. Millet veut montrer en fait le travail des paysans, le travail quotidien des paysans.
Dernier tableau, 1877, encore une fois, la récolte des pommes de terre, donc par Lepage. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui est quand même pas mal repris dans l'histoire des arts. Et puis ici, pour terminer, puisque je vous disais que la pomme de terre avait été beaucoup consommée au XXe siècle, eh bien, c'est une affiche qui est faite par Otto, qui est un artiste peintre, qui est aussi connu pour ses caricatures pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ici, vous avez une affiche du ministère de l'Agriculture. Et donc, c'est semer des pommes de terre pour les soldats, pour la France. Et on a ce petit cliché, regardez ce couple de paysans avec la femme qui porte le panier de pommes de terre, qui est quand même assez jeune par rapport à son mari, qui est plutôt vieux, ou plus vieux en tout cas. Alors, autre question, attention, ça se complique. Il y a des pièges là aussi. La galette des rois nous vient A, d'une fête foraine, B, de l'épiphanie, C, d'Astérix et Obélix, et D, de notre boulanger. Alors, à votre avis? Alors, D, notre boulanger, oui. A, d'une fête romaine. Allez, n'hésitez pas à répondre, ça participe au jeu aussi. Ça me permet de voir que vous entendez toujours. Eh bien, c'est la réponse A, B et D. Donc, c'est les trois réponses qui sont justes. Donc, effectivement, la galette des rois, elle existe depuis l'Antiquité. On a des témoignages depuis le 1er siècle. C'était une fête romaine qui était célébrée en l'honneur de Saturne. Et l'idée, c'est de tirer au sort la royauté. Donc, toutes les familles, chefs, domestiques, parents, enfants étaient réunis autour de plusieurs galettes et on tirait les rois. L'idée, en fait, c'est de placer une fève à l'intérieur de chaque gâteau, de couper un nombre de parts égales au nombre de convives, et le plus jeune se met sous la table. Donc déjà, dès l'Antiquité, on avait cette fête qui existait. Le plus jeune, donc, désignait la destination de chaque part qui était levée par l'appel à tarte. Et cette idée de tirer les rois, c'était pour inverser les rôles le temps d'une journée et c'était pour renforcer les liens entre le serviteur et son propriétaire. L'idée, c'était que le serviteur puisse être roi à son tour et que le chef puisse répondre aux ordres de son serviteur qui était donc devenu roi. Donc effectivement, c'est une fête qui existe depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, elle est reprise par la religion chrétienne, elle est utilisée, c'est l'épiphanie, et ça correspond à la visite des rois mages pour rencontrer l'enfant Jésus. Pour le Moyen-Âge, on fait aussi le même nombre de parts que le nombre d'invités, plus une, celle du pauvre, au cas où un pauvre viendrait frapper à la porte pour demander un repas. Donc pareil, pendant le Moyen-Âge, on met le plus jeune sous la table et c'est lui qui désigne les parts. Sous Louis XIV, cette tradition continue et Louis XIV adore la fête de la galette des rois. Il organise en fait des banquets avec énormément d'invités répartis sur plusieurs tables et à la fin, la galette arrive sur chaque table. Il y a une fève, bien sûr, dans chaque galette et on va tirer les rois. Et là, ils vont partir dans un vrai jeu de rôle, puisque le roi va choisir sa reine, ou la reine va choisir son roi. Ils vont ensuite monter un royaume, ils vont élire leurs ministres, ils vont élire leur parlement, etc. Ils vont décider des lois et ils vont même créer des liens entre les royaumes, des partenariats, vous voyez, avec des conditions. Donc vraiment, ils vont se mettre dans la situation de royaume à royaume et essayer de gouverner un pays. Donc Louis XIV, ça l'amuse beaucoup. C'est vraiment des fêtes très, très intéressantes. Voilà, donc je me mets un petit peu un peu dans la peau de Stéphane Bern ce soir, mais voilà, le roi adorait la fête des galettes des rois.
Alors, en 1711, quand même, la galette est interdite. La farine coûte beaucoup trop cher. Elle est exclusivement réservée à la fabrication du pain. Donc, on ne peut plus fabriquer de galettes des rois. Il faut économiser absolument la farine. À la Révolution, on imagine bien qu'il va falloir lui changer de nom à cette pauvre galette. On ne peut pas l'appeler la galette des rois. Donc, elle va s'appeler la galette des sans-culottes, puis la galette du bon voisinage, puis la galette de l'égalité. Et jusqu'en 1910, c'est notre boulanger, et c'est pour ça que la réponse D était juste, notre boulanger nous offrait la galette. Il offrait à chacun de ses clients le premier week-end de janvier une galette. On imagine le prix que ça représente. La tradition s'est arrêtée très très vite. Aujourd'hui, en France, les boulangers et les grandes surfaces vendent des galettes des rois tout le mois de janvier. Donc, tout le mois de janvier, on peut en profiter. Quelques chiffres quand même, 70% des galettes consommées sont des galettes à la frangipane. 9% des familles en mangent plus de 5 dans le mois de janvier. Alors, je fais partie des 9%. Voilà, je le dis, je suis un peu gourmande. Et alors, chiffre très intéressant, j'espère que vous n'en faites pas partie, 70% des gens qui mangent des galettes des rois avouent tricher pour favoriser les jeunes à avoir la galette. Donc, ce n'est pas bien. Il faut apprendre aux enfants la frustration, sachez-le. Voilà. Je ne fais pas partie de ces 70%, je n'ai jamais triché. Par contre, je fais partie des 5% qui en mangent plus de 5 dans le mois. Voilà, c'est dit, je l'avoue. Alors, je vous montre quand même la richesse de nos galettes en France. Alors, vous avez la galette coco goyave qui est donc en haut à gauche de votre écran. Alors, c'est fait à base de pâte sablée et à l'intérieur, vous avez une crème à la noix de coco ou confiture de goyave. Elle est consommée de janvier jusqu'au carnaval. Donc là, c'est encore pire que le mois de janvier, c'est plus long. C'est vraiment une tradition là-bas. On la consomme sans problème. Ensuite, vous avez la galette des rois que l'on connaît dans notre région, donc tout en bas à droite, vous voyez, avec ces gros grains de sucre. Donc, c'est une base de pâte de brioche. Et donc, vous avez des gros grains de sucre et des fruits confits dessus. Donc, on en trouve pas mal par chez nous. Vous avez ensuite la galette franche-comtoise, donc c'est celle qui est en haut à droite de votre écran, qui est très riche en beurre et en sucre et qui est aromatisée au rhum. Et puis vous avez ensuite la galette, donc en bas à gauche, la galette dunkerquoise qui ressemble à une tropézienne et qui est consommée surtout en Alsace et en Moselle. Et c'est une pâte à brioche aussi également, avec une crème au beurre aromatisée au rhum ou alors à la fleur d'oranger. C'est comme on veut, il y a plusieurs goûts. Voilà donc le type de galette que l'on peut trouver. Je vois que les gens sont encore derrière leur écran. Je n'en vois pas qui grignotent. C'est bien. Vous arrivez à tenir. Allez, autre question. Longtemps utilisées en médecine, ces qualités culinaires sont reconnues à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce la pomme, la tomate, le gingembre ou la figue? Alors, répondez s'il vous plaît, la pomme, la tomate, le gingembre ou la figue? Alors, le gingembre, ouais, la figue. Donc, utilisées en médecine, d'abord. Ces qualités culinaires sont reconnues à la fin du XVIIIe. Eh bien, c'est la tomate. La tomate a son origine au Mexique et elle existerait apparemment depuis des millions d'années. L'ancêtre de la tomate, c'est la tomate cerise, qui était assez forte, qui ressemblait à un petit piment. Donc, elle était cultivée déjà au Mexique et elle était consommée. Elle va arriver au XVIe siècle en Europe par l'Espagne. Bien sûr, encore une fois, c'est les conquistadors espagnols qui vont la ramener chez nous. Et en 1544, Petrus Andreas Matthiolus, qui est un naturaliste,
va la classer dans la famille des produits dangereux et il va l'apparenter à la mandragore. Donc, pour ceux qui connaissent Harry Potter, la mandragore, c'est cette plante, à un moment dans le film, c'est cultivé dans des serres et il faut, quand on la retire du pot pour la replanter dans un pot plus grand, la plante se met à hurler. Voilà, donc elle était classée dans cette famille-là de plantes. Donc, un produit donc dangereux. En 1600, vous avez un texte d'Olivier de Serres donc, qui décrit la tomate, qui n'est pas encore considérée en fait comme un produit que l'on peut manger. Je vais vous lire la description qu'il fait de la tomate. Les pommes d'amour, c'est comme ça qu'on les nommait à l'époque, les pommes d'amour servent à couvrir des cabinets et des tonnelles, grimpant gaiement par-dessus, s'agrafant fermement aux appuis. La diversité de leur feuillage rend le lieu auquel on les ensemble fort plaisant et de bonne grâce. Les gentils fruits que ces plantes produisent pendent parmi leurs ramures. Leurs fruits ne sont pas bons à manger, seulement sont-ils utiles en médecine et plaisants à manier et à flairer, donc à renifler. Voilà, donc il faut quand même attendre un moment avant de les consommer et c'est à la fin du 18e que c'est reconnu comme aliment dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Alors, pour vous donner une petite idée, au niveau de la production de tomates, on a 50 500 milliers de tonnes produites par la Chine, donc c'est le premier producteur de tomates, la Chine. Et pour la France, on est seulement à 743 700 tonnes. Donc l'autre, on est à des mille milliers de tonnes et nous, on n'est que à des milliers de tonnes. Donc, ce n'est pas beaucoup. Alors, ici, je vous présente toujours un petit rappel en histoire des arts. Ici, je vous présente 3 tableaux, une série qui a été faite par Pablo Picasso en 1944. Donc, on est en pleine guerre, enfin, à la fin de la guerre. Il présente cette série. En fait, il dénonce en fait, les conditions d'alimentation pendant cette guerre. Il montre par ces tableaux que le moindre petit rebord de fenêtre est utilisé par les gens pour faire un complément d'aliment, puisqu'on est dans une période quand même où l'alimentation est réduite, on a des tickets de rationnement. Donc, l'idée, c'est de montrer que chaque personne va essayer de produire son alimentation pour la compléter. En tout cas, dans ces 3 tableaux, on sent la rigueur quand même, enfin, on sent la robustesse de ce plant de tomate, vous voyez, qui est accroché par un lien, vous voyez, sur la gauche, qui tient le pied de tomate, hein, parce que c'est une liane, et on voit donc les fruits en train de mûrir progressivement. Voilà, des tableaux très sympas. Et puis, à nouveau dans l'histoire des arts, là on est dans du pop art avec Andy Warhol, qui va faire une série de 32 affiches donc, qui sont reproduites en sérigraphie. Et alors, quand on regarde ces 32 affiches, elles sont mises les unes à côté des autres en ligne droite ou en dessous sur plusieurs rangées. Alors, pourquoi les présenter ainsi? Bien sûr, c'est pour faire référence aux étagères, à la production, à l'industrialisation. Hein. On produit des aliments tout faits que l'on peut vendre, qui sont stockés sur les étagères dans les magasins, tout simplement. Donc, voilà pourquoi il les présente de cette manière. On a l'impression que ces toiles que ces tableaux, ces 32 tableaux sont tous identiques. Ce n'est pas le cas puisque le titre qui est en rouge va changer. Donc, vous voyez là, ici, c'est tomato, mais on peut avoir avec du poulet, on peut avoir avec du piment, etc. Donc, chaque titre rouge au-dessus de soupe va changer. Donc, les 32 affiches sont différentes. Allez, autre question. Quelle femme est à l'origine des bouchées à la reine? A. Madame de Pompadour, B. la reine Margot, C. Marie Lesenska et D. Marie-Antoinette. Allez, c'est parti. Vous pouvez répondre. Alors, pour l'instant, j'ai A, C. Ah, on hésite avec Madame de Pompadour. C'est vrai qu'elle est connue quand même. Eh bien, la réponse, c'est C. En effet, une femme pas du tout connue, Marie la pauvre, et pourtant, elle a quand même donné 10 enfants au roi Louis XV. Elle se marie en 1725
avec Louis XV et elle va lui donner quand même 10 enfants, dont l'héritier du trône. Alors, Marie, elle est bien embêtée parce que quand elle met au monde son 10e enfant, elle se rend compte que Louis XV a des maîtresses. Et une de ses maîtresses, la plus connue, est quand même Madame de Pompadour, qui est quand même plus connue que la reine elle-même. Madame de Pompadour, c'est sa rivale depuis toujours. Alors, Mathieu a beaucoup aimé la choisir comme modèle. Oui, tout à fait. Alors, que va faire donc Marie pour attirer à nouveau son mari? Peut-être s'est-elle fait faire des vêtements sur mesure, hein, peut-être qu'elle a utilisé des déshabillés, c'est possible, mais en tout cas, la légende ne parle que des bouchées à la reine. Elle essaye de l'attirer par la cuisine, la coquine. En fait, elle va faire une version, elle va demander à son cuisinier une version salée du puits d'amour. Le puits d'amour, c'est un dessert qui est créé par Vincent Lachapelle pour Madame de Pompadour, justement. Donc, Madame de Pompadour, bien sûr, qui l'a présenté à son amant, Louis XV. Et donc, Marie, elle veut une version salée de ce dessert. Et donc, c'est Nicolas Stoer qui va réaliser cette adaptation salée. Et donc, la bouchée à la reine arrive sur les plats. Alors, bon, ça n'a pas fonctionné. Hein. Louis XV a gardé ses maîtresses. Voilà, c'est comme ça. Là encore, vous voyez, on voit la ressemblance avec Stéphane Bern, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, il a continué à avoir des maîtresses. Mais en tout cas, merci quand même à Marie, parce que du coup, on peut manger aujourd'hui des bouchées à la reine. Alors, autre question, donc, hop, la question suivante. Alors, quel aliment nourrit la moitié de la population mondiale? A, le blé, B, les haricots blancs, C, le riz, D, la pomme de terre. Alors, vous pouvez demander à un ami ou à votre mari ou à votre conjoint s'ils sont dans une pièce, si vous ne savez pas. Vous pouvez appeler un ami aussi, c'est possible, mais il faut faire vite, quoi. Alors, ouais, je vois que tout le monde répond le C quasiment. En effet, c'est le riz. C'est le riz, très bien. Alors, le riz est cultivé en 5000 avant Jésus-Christ. Ça commence en Chine, puis en Inde. En 2800 avant Jésus-Christ, on a le premier écrit. Vraiment un écrit qui témoigne des rizières. Et en fait, cet écrit explique comment planter du riz, comment le faire pousser, comment le récolter. Après la Chine et l'Inde, on en a en Corée, on en a au Japon, en Indonésie et en Thaïlande. En 320 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand rapporte le riz en Grèce, donc il rapporte le riz en Europe. Au Xe siècle, les Arabes vont commencer la culture en Égypte, puis à Madagascar, puis ça va remonter en Espagne, et au XVe siècle, donc ça arrivera dans l'Amérique centrale, au Brésil et au Portugal. En France, 1593, c'est Henri IV qui va ordonner, qui va exiger qu'on plante du riz en Camargue. Donc ça date de cette période-là, le riz de Camargue. Pourquoi la Camargue? Eh bien, parce qu'a priori, les conditions sont favorables, les températures sont bonnes pour cultiver, pour faire pousser le riz. Alors, la Camargue, c'est très intéressant. En fait, ils font une rotation des cultures, ce qui est très bien, hein, et on essaye de revenir à ça aujourd'hui. On s'est rendu compte que la monoculture, ce n'était pas terrible pour le sol. Donc, l'idée, en fait, c'est de cultiver 3 choses à tour de rôle. Vous avez le riz, le blé et la luzerne. Donc, le riz permet, en fait, il va falloir inonder le sol. Donc, ça va permettre de dessaler le sol parce que le sol est salé. Le blé va empêcher les mauvaises herbes de pousser, ce qui n'est pas bon pour le riz. Donc, ça va améliorer ensuite la culture du riz. Et la luzerne, elle, va régénérer le sous-sol, en fait, et va permettre une meilleure production de riz et de blé. Donc, du coup, tout se complète, ça fait un circuit fermé et ça fonctionne. Voilà, donc la Camargue, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur le riz de Camargue, qui était très intéressant, je pense qu'on peut le voir en replay. Pour vous donner une idée de la culture du riz quand même,
En octobre, on fait les travaux de terrassement, l'entretien hydraulique pour que ça puisse se mettre en eau et qu'en plus, après, l'eau puisse partir. En avril, on met les rizières en eau. Le riz est semé à ce moment-là, au mois d'avril. Au bout de 5 jours, le plant va dépasser de l'eau de 8 à 10 cm et il va falloir attendre 150 jours avant qu'il arrive à maturation. Donc, au bout de la maturation, on arrive en juillet à peu près, ça fait 1,20 m de haut. Et en septembre-octobre, on récolte le riz. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas parler du riz sans vous montrer quelques estampes de Hokusai. Donc, entre 1831 et 1833, il a fait donc une série de tableaux qui représentent le mont Fuji. Vous voyez le mont Fuji en arrière-plan. Et donc, on a la récolte du riz ici en premier plan. Sur un autre tableau, donc le coup de vent dans les rizières d'Egiri, donc toujours pareil, Hokusai, même date. Donc, on voit aussi les rizières qui sont sorties de l'eau et on voit bien sûr le mont en arrière-plan. Ici, vous avez le repiquage du riz. Donc là, c'est une série de 100 estampes sur le même thème. Donc là, c'est très intéressant. On voit cette femme en premier plan qui arrive avec certainement le déjeuner pour les repiqueurs. Et puis, elle tire au bout d'un bâton cet enfant qui est en larmes. Et on voit donc derrière, enfin, il n'est pas en larmes, pardon, il regarde les champs. Et on voit derrière, en arrière-plan, vous voyez tous ces hommes, on ne voit pas leur visage, mais on les voit travailler dans ces champs de riz. Et puis, le troisième, eh bien, c'est la moisson. Donc, on voit très bien l'idée. Donc là, on est en automne, on sent ces couleurs un peu chaudes de l'automne. Allez, autre question. Quel aliment, selon une légende maya, aurait été découvert par les dieux? Le haricot rouge, la fraise, le chocolat ou la dinde? Allez, pareil, essayez de répondre. Eh bien oui, c'est la réponse C, tout à fait. On dit donc que les Mayas pensent que le chocolat a été créé par Dieu, c'est vrai. Moi, perso, je le pense aussi. Il n'y a rien de meilleur que le chocolat. En fait, il prend son origine 1400 ans avant Jésus-Christ et il était donc cultivé, enfin le plant était cultivé donc en Amérique du Sud. C'est Cortés qui va le ramener en Espagne en 1528 et il dit à Charles V quelque chose de très intéressant, c'est qu'une tasse de ce beurrage permet à des soldats ou permet à un homme de tenir toute une journée sans manger. Donc, c'est quand même assez intéressant. Parce que le chocolat, en fait, à l'époque, est consommé liquide. C'est sous forme de boisson chaude. Alors, ce n'est pas dilué avec du lait, c'est ajouté avec de l'eau. Donc, c'est une boisson quand même qui est très amère, qui n'est pas très agréable à boire au départ. Mais en tout cas, ça plaît beaucoup. En Espagne, on consomme cette boisson chaude bien avant le reste de l'Europe, même si le chocolat voyage, c'est quand même en Espagne qu'on va le consommer le plus. Le chocolat, c'est un produit qui est très cher à l'époque. Et sous Louis XIV, Marie-Thérèse, sa femme, avait deux passions. Son mari, le roi, bien sûr, et le chocolat. Alors moi, je suis un peu comme Marie-Thérèse, j'ai deux passions dans la vie. J'ai mon mari, mes enfants, et j'ai le chocolat aussi. Et parfois, le chocolat passe avant, ça arrive. Bon, faut pas lui dire. Hein. Ceux qui le connaissent, vous ne lui dites rien, bien sûr. Il faut attendre 1820 pour que le chocolat soit accessible à tous. Je vous ai mis une illustration de la chocolaterie Meunier, donc à Noisiel dans les années 1860. Noisiel est ville d'art et d'histoire, donc n'hésitez pas quand tout sera réouvert à aller faire un petit tour là-bas, c'est très sympa. Donc le chocolat pour tous, c'est la première entreprise, la première chocolaterie qui est en fait une cité-entreprise puisque les ouvriers sont logés sur place. Vous avez un réfectoire, vous avez un théâtre, voilà, on vit à l'intérieur de l'entreprise. On a eu une conférence au colloque, donc pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, on fait un colloque tous les ans. Donc cette année,
l'année dernière, au mois d'octobre dernier, on a fait un colloque, donc boire et manger, du champ à l'assiette, et on a eu donc la conférence de l'animatrice du patrimoine de Noisiel qui est venue nous présenter l'histoire de cette entreprise. Donc, vous pourrez le voir dans notre histoire les prochains livres qui vont sortir. Alors, 1820, donc le chocolat pour tous. 1828, le chocolat en poudre est inventé. 1847, la première tablette au chocolat, bien plus pratique pour manger plutôt que la boisson chaude. Entre 1814 et 1890, eh bien, on invente la tablette de chocolat au lait, donc beaucoup plus sucré, bien sûr. 1830, on invente le chocolat noisette. Et 1923, un certain Monsieur Mars invente une barre chocolatée. Et puis, dans l'histoire de l'art, toujours, ça s'appelle le déjeuner. C'est un tableau de Boucher de 1739 où on voit à l'intérieur un salon quand même noble, hein, de gens assez aisés qui vont boire du chocolat et on voit les mamans en train de tendre la cuillère vers l'enfant. Donc, c'est un moment intime, mais on imagine le chocolat. Regardez, je vous ai fait un petit zoom sur la droite, on voit les tasses fumantes et la cuillère qui est tendue vers l'enfant qui ne demande qu'une chose, évidemment, c'est d'en boire. Allez, autre question. Quel plat fut rendu célèbre par un roi? A, la bouillabaisse. B, la poule au pot. C, le poulet frites. Ou D, la blanquette. Allez, c'est facile. Hein. Bon, c'est bien. Ça me rassure. Oui, c'est Henri IV, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'attribue pas du vivant d'Henri IV, on ne lui attribue pas ce plat de la poule au pot. C'est 50 ans après sa mort. En fait, c'est un écrivain, futur précepteur du roi Louis XIV, qui va écrire, donc 50 ans plus tard, après la mort, il va écrire que Henri IV aurait dit « Si Dieu me donne encore la vie, je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait moyen d'avoir une poule dans son pot. » Voilà, donc à partir de là, la recette va devenir un incontournable de la cuisine française et donc c'est la poule au pot. Donc c'est vrai que c'est un plat qui ne coûtait pas cher puisque dans les cours de ferme, on avait des poules et donc une fois qu'elles étaient trop vieilles, qu'elles ne pondaient plus, on la cuisinait, on en faisait une poule au pot. Bon, ça se fait encore, hein, évidemment. C'est très bon, hein, c'est très bon la poule au pot. Et puis c'est des temps pour en manger en plus. Allez, un petit peu de régional maintenant. Tiens, fait de reste, il participe à notre identité régionale. A, le farci poitevin. B, le pot-au-feu. C, la tourte fromagère. D, le préfou. Alors, à votre avis? Pas mal. Gagné, c'est le farci poitevin. Alors, le farci poitevin, je pense que c'est un des seuls plats régionaux qui n'est pas cuisiné dans d'autres régions que la nôtre. Moi, je n'ai jamais vu de farci poitevin vendu ailleurs qu'en Poitou-Charentes. Alors, il paraît que c'est la couleur qui n'est pas forcément très appétissante. On se dit que ça va moins bien se vendre qu'un pâté ou des rillettes, ben, c'est possible. N'empêche que c'est super bon. Et c'est fait effectivement avec des restes. Donc, vous prenez tous les restes de légumes verts que vous avez, donc le vert des poireaux, la salade qui a monté dans le potager, la salade un peu flétrie. Vous pouvez prendre du chou, vous pouvez prendre de l'oseille, bien sûr, parce que c'est fait à base plutôt d'oseille. On peut on rajoute du lard, évidemment. On rajoute des œufs, évidemment. On entoure tout ça de feuilles de chou. Et puis après, au niveau de la cuisson et de la préparation, moi, je ne vais pas vous donner ma recette parce que je crois qu'il y a autant de recettes que de cuisiniers. Enfin, en tout cas, il paraît. Chacun a son petit mode de cuisson. Certains les bouillantent dans l'eau, d'autres la font cuire dans un moule comme un cake. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de reste, pas de gaspillage. Donc voilà, c'est un plat qui se mange en plat principal, qui peut se manger en plat principal avec du bon pain, ça, il n'y a pas de problème, ou qui se mange en entrée. Donc ça se mange comme un pâté, tout simplement. Et c'est extrêmement bon. Donc n'hésitez pas à en manger.
Allez, encore une petite dans la région. Pourtant né d'un oubli, ce plat était partagé lors des mariages charentais. Bon, c'est toujours le cas. Alors, A, la croustade. B, le pain surprise. C, le préfou. D, le tourteau fromager. Eh bien, très bien, c'est le tourteau fromager. Bravo. Alors, le tourteau fromager, en effet, c'est né d'un oubli. En fait, c'était au départ des tartes fromagères, des tartes à base de fromage de chèvre qui étaient cuits dans des grands fours dans les fermes. Donc, on les mettait directement comme les gros boules de pain, hein, comme le pain. On les mettait dans le four et il y a eu un oubli. Il y a une tarte qui n'a pas été sortie du four à temps. Et puis, quand la cuisinière s'en est rendue compte, elle a sorti cette tarte qui avait gonflé et qui avait cette fameuse croûte noire. Elle était persuadée que tout était brûlé à l'intérieur, hein, parce que vu la couleur de la croûte, c'était évident que l'intérieur était comme ça. Et donc, elle a voulu le jeter à la poubelle. Et en coupant sa tarte, elle s'est rendue compte qu'à l'intérieur, c'était bien gonflé, moelleux, et que ça avait le bon goût de fromage de chèvre. Donc, en effet, le tourteau fromager est né d'un oubli. Et on voit, vous voyez sur la photo derrière, c'est l'entreprise à Lezay, hein, donc c'est dans les Deux-Sèvres, à côté de Melle, où on fabrique les tourteaux fromagers. Donc là aussi, c'est très bon. Il n'y a pas de fèves à l'intérieur, mais c'est très bon. Et puis, pour terminer, dernière question. Qui a découvert les effets du café? Est-ce A, une chèvre, B, un sportif, C, un scientifique ou D, un berger? Il y a un piège, attention. C'est tout, je n'ai pas d'autres réponses. Eh bien, c'est la réponse A et D. C'est une chèvre et un berger. Ça n'a rien à voir avec un sportif et un scientifique. Enfin, quoique le berger est quand même un sportif. Mais c'est la réponse A et la réponse D. Donc, en effet, le café a son origine donc en Éthiopie et il serait apparemment utilisé dès la préhistoire, mais on ne sait pas sous quelle forme. En 1600, en tout cas, il arrive en Europe. Alors, la légende raconte qu'on s'est rendu compte des effets du café grâce à un berger qui s'est rendu compte que ces chèvres, après avoir consommé les fruits d'un arbuste, étaient plutôt toniques. Donc, étaient bien éveillées et marchaient d'un bon pas. Donc, on dit que voilà, on s'est rendu compte de ces effets-là. Alors, en tout cas, en 1600, donc, le café arrive en Europe et c'est un vrai engouement. Au départ, même l'Église, enfin les moines, voulaient interdire le café parce qu'ils se rendaient compte que ça a changé le comportement des gens et que c'était un excitant. Donc, évidemment, on ne peut pas accepter ça dans l'Église. Et c'est le pape Clément VIII qui a goûté le café, qui a goûté cette boisson et qui s'est dit ce serait bien dommage de l'interdire tellement le plaisir est grand. Donc, il ne l'a pas interdit, heureusement pour nous. En 1654, vous avez l'ouverture d'un premier café et ce lieu où on va consommer cette boisson chaude va s'appeler café. Donc, le lieu va porter le nom de la boisson. C'est un lieu où il va se passer énormément de choses. C'est un lieu où on rencontre des gens, où l'on discute, où l'on lance des débats. Les cafés sont fréquentés par des philosophes, par des poètes, par des écrivains et aussi par des gens qui ne vont pas boire que du café. Regardez ces tableaux d'Edgar Degas, ça s'appelle L'Absinthe en 1875. On voit donc ce couple avec cette femme perdue dans ses pensées ou dans le verre d'alcool qu'elle a bu peut-être avant, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est bien pensive, cette femme. Et on arrive dans une période, là, au 19e siècle, on va faire énormément de tableaux représentant le lieu. C'est-à-dire qu'on ne représente pas la boisson chaude, mais on représente le lieu, le café. Donc, 1672, alors 1654, je vous ai dit, ouverture du premier café, mais c'est à Marseille. 1672, premier café à Paris.
Voltaire consommait quand même 12 tasses de café par jour. Donc, voilà, c'est quand même important comme consommation. Et Louis XV était un amateur de café. Et d'ailleurs, il faisait planter des caféiers à la cour de Versailles. À la Révolution, on compte à Paris plus de 2000 lieux, 2000 endroits où on peut boire des cafés. Alors, pourquoi je finis par le café? Parce que les cafés sont fermés et que je pense qu'on a tous envie parfois d'aller boire un café avec des amis ou avec sa famille, juste prendre le plaisir de discuter, d'entendre le brouhaha d'un café, ça fait plaisir à tout le monde, donc vivement qu'on puisse y retourner. Au café-concert, ici, 2 tableaux de Manet. Donc, au café-concert, la serveuse des bocs, on voit l'ambiance, hein, le monde qu'il y a, la proximité des gens. Voilà, c'est un endroit où on peut se désaltérer, un endroit où les femmes sont autorisées aussi à rentrer et à participer aux conversations, ce qui est quand même intéressant. Ici, bien sûr, un des plus connus, un bar aux Folies Bergères. Cette femme qui sert un monsieur, vous voyez, qui est en face d'elle, hein, on voit son reflet en haut à droite, et pourtant elle semble nous regarder, elle semble aussi perdue dans ses pensées. Et en arrière-plan, bien sûr, dans le reflet du miroir, on voit toutes ces personnes qui vont assister bientôt à la pièce de théâtre ou au ballet qui va avoir lieu sous leurs yeux. Voilà. Un autre tableau ici de Van Gogh, terrasse du café le soir. Là aussi, on a envie d'y aller. 1888, bien sûr, on a cette ambiance hein, du café, un lieu chaud pour accueillir, pour échanger, et on flâne, on profite juste du temps. Et puis ensuite, ce tableau aussi de Paul Cézanne, les joueurs de cartes, où vous voyez qu'ils sont dans un café, mais voilà, on joue aussi aux cartes, on discute. C'est vraiment un lieu où il se passe plein de choses, les cafés. Et puis, un autre tableau d'André Gide et ses amis au Café Mort, on voit l'exposition universelle de 1900, vous voyez en haut de votre écran à gauche, on voit les drapeaux, vous voyez, français. Donc, on est au moment de l'expo universelle. Alors, ce tableau, il est très intéressant, et puis vous allez me dire, mais c'est qui André Gide? Enfin, je pense que certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est un écrivain, c'est celui qui est habillé en noir, hein, avec son chapeau et ses moustaches. Il ressemble un peu à mon papa d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Et il est entouré de ses amis. Alors vous avez Eugène Rouard, qui est tout en haut à droite, donc qui est le fils d'un grand collectionneur, élégant, vous voyez, élégant et discret hein, sur le tableau. Vous avez Atman Ben Salah, qui est un jeune poète tunisien, donc qui est au centre de la composition. Vous avez Henri Géon, qui est docteur, donc qui a son chapeau, celui qui est l'homme au chapeau, mais qui est plus passionné par la littérature que par la médecine. Et vous avez Charles Chanvin, qui est un poète, c'est celui qui est assis donc un petit peu en dessous des autres. Alors pourquoi je vous montre ce tableau? Eh bien c'est ce groupe d'hommes et avec d'autres écrivains qui vont créer la Nouvelle Revue Française, dont le succès est quand même confirmé 2 ans plus tard avec la création d'une maison d'édition. Et cette maison d'édition, c'est Gallimard. Voilà, donc comme quoi tout peut se créer à l'intérieur des cafés. Et puis, dernier tableau de Béraud, ça reprend un petit peu ceux de Degas, avec un café dit l'Absinthe, où on a, vous voyez, un peu la même scène, où l'homme est en train aussi de consommer, et la femme, pareil, perdue dans ses pensées, avec bien sûr un verre d'alcool devant elle. Pour terminer et pour défendre la gastronomie française, eh bien, je vous ai mis 2 petites phrases avec des hommes qui sont connus pour différentes raisons, qui n'ont pas du tout la même approche des choses et de la vie, mais en tout cas, les 2 phrases sont très intéressantes. La première est de Hippocrate, « Laisse ta nourriture être ton remède et ton remède ta nourriture ». Et la deuxième est de Pierre Perret. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, il faut un palais, du cœur et des amis. Le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 2010. Et j'ai envie de vous dire, faisons vivre ce patrimoine. C'est à nous tous de le faire vivre en cuisinant, en préparant nos plats, en les partageant, en distribuant nos recettes, en les échangeant, en les transmettant à nos enfants.
Voilà, on peut prendre du plaisir à cuisiner et à manger. Donc voilà, cuisinons et voilà, et partageons tout ça parce que ce sont des beaux moments. Voilà. Je vous remercie tous pour votre conférence. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr,